l'intensité, tu dis que c'est l'une des grandes promesses de la modernité, la recherche des sensations fortes qui viendraient justifier notre existence. D'abord, pourquoi cette promesse? Et ensuite, est-ce une promesse déçue? Alors, ce qui est délicat avec ce terme d'intensité, c'est que dans l'intuition que j'en ai eue il y a assez longtemps, vient simultanément d'une intuition très populaire, très immédiate, pas du tout savante, qui est liée tout simplement à la contemplation, comme n'importe qui, du langage des marchandises, du langage du capitalisme libéral, et à l'opposé du langage de tous les opposants, alors soit ce qu'on appelait parfois avant le monde rationalisé, dans la traduction un peu de la théorie critique, soit aux opposants du libéralisme ou du néolibéralisme. Dans ce champ-là, intensité m'a paru petit à petit être une sorte de transcendantal intuitif, c'est-à-dire un terme commun, une condition commune partagée par ceux qui étaient pour et contre la modernité, sous la forme de la rationalisation des échanges, sous la forme de la libéralisation ensuite des échanges. Donc, intensité m'intéressait d'abord comme un terme extrêmement commun, qui était le mot-clé du vocabulaire adopté à la fois par le monde du divertissement, les parcs de loisirs, par exemple, pour donner un exemple très simple. Je me souviens d'avoir été marqué par le fait de découvrir que dans les Nickelodeon, qui étaient les sortes de cinéma primitif, hein, ce qui aux États-Unis fait la liaison entre le monde au fond des fêtes foraines et le monde du cinéma, la plupart du temps, les invitations publicitaires à venir employer ce terme d'intensité, vivre une expérience intense, quelque chose d'intense, etc. Et donc évidemment, c'est un terme à partir de la fin du 19e qu'on retrouve comme le terme principal du langage marchand et du langage publicitaire. Qu'est-ce qu'on peut vendre? On peut vendre soit à travers des produits, des objets, soit à travers des services, une expérience forte, une augmentation ou un affinement de la perception, de la sensation, de la libido, etc. Immédiatement, j'ai eu le sentiment, mais depuis toujours, hein, déjà enfant, que ce terme était partagé, et c'est pour ça que je parle d'une sorte de transcendantal intuitif, qu'il était partagé par ceux qui s'étaient opposés à ça. Qu'intensité était aussi le terme clé de toute une part de la poésie du XIXe siècle, de tous ceux qui allaient s'opposer au monde bourgeois, au monde rationalisé, et reprocher au monde marchand, au monde bourgeois, au monde rationalisé, de manquer d'intensité, d'être un monde du calcul, hein, les eaux froides du calcul égoïste, quand Marx cite Bentham, d'être un monde de l'extension, c'est-à-dire un monde du découpage, un monde rationnel, marchand et bourgeois, qui découperait les choses bloc par bloc, et qui calculerait à partir de ces blocs d'extension, et à qui il manquerait un certain sens du continu, de la variation, de la différence pure, dont le fétiche serait l'intensité. Du coup, intensité m'a toujours semblé être le mot-clé de la poésie de Rimbaud, le mot-clé des satires de Verlaine contre les bourgeois, des satires utistes, le mot-clé des avant-gardes, le mot-clé du futurisme, le mot-clé du surréalisme, le mot-clé de tous ceux qui s'opposent au monde de la médiocrité, du calcul, de la rationalité sous sa forme la plus bourgeoise et la plus médiocre. Donc, premier bloc, simplement, l'idée très intuitive que ce mot est un terme partagé par ceux qui sont pour et contre le monde rationalisé, le monde marchand. Évidemment, comme ce terme est partagé par ceux qui sont pour et contre, c'est ça qui m'intéresse, c'est un terme qui est aux limites de la détermination ou de l'indétermination. C'est une sorte de terme élastique qui, suivant le contenu ou la valeur qu'on va lui associer, risque sans cesse de perdre sa détermination, d'être inconsistant. Donc il y a ce premier champ, une sorte de transcendantal, voilà, du monde moderne. Puis il y a un deuxième champ, plus technique, qui est lié à une exploration de l'histoire de la philosophie, qui est l'impression que par intensité, il ne faut pas seulement entendre ce sens intuitif, c'est-à-dire tout ce qui concerne la perception, le désir, les sensations,
leur accélération, leur augmentation, leur modulation, mais aussi l'intensification des termes du savoir, des termes de la connaissance, et pas seulement de la physiologie ou de la sensation. De ce point de vue, j'ai toujours été très marqué par l'idée que peut-être un de nos grands implicites modernes, quelque chose qu'on ne questionnait pas, était l'avantage qu'on finissait par attribuer systématiquement au terme intensif dans le savoir par rapport au terme extensif, à partir grossièrement de la victoire du schéma évolutionniste de Darwin. Prenons le terme d'espèce, par exemple. L'idée qu'il devient de plus en plus difficile, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, chez Ernst Mayr, par exemple, chez tous les néo-darwiniens, devient de plus en plus difficile de définir ce que c'est qu'une espèce. Définir une espèce, c'est définir un terme extensif, c'est définir un mode de découpage du vivant. Ernst Mayr, d'ailleurs, a une phrase assez amusante où il compare la définition du terme même d'espèce à la visualisation du cabinet d'amateurs un petit peu poussiéreux de celui qui concevrait encore l'histoire naturelle comme un système de cases, donc différentes espèces, dans lesquelles on pourrait classer les organismes vivants. Et évidemment, à partir de la synthèse du néo-darwinisme, puis plus tard de la biologie moléculaire, espèce va être remplacée par spéciation. Et on va avoir l'impression, qui va soulager une grande partie de la science, que si on parle de spéciation, on emploie un terme intensif. C'est-à-dire qu'on n'évoque plus des cases, on n'évoque plus un découpage partie par partie du vivant, on évoque quelque chose qui est processuel, on en a fait un terme évolutif, et on conçoit désormais, par exemple, que plutôt que de parler d'homme, il va falloir parler d'hominisation. Donc, à la place de l'espèce, on parle de la spéciation, on va parler un langage qui est le langage de la modulation, de la variation, de la différence, et non plus le langage du découpage, de l'extension, partie par partie, etc. Or, je crois que c'est ce qui s'est passé pour à peu près toutes nos catégories classificatoires. Et dans la connaissance, j'ai toujours été fasciné par ce mouvement moderne par lequel on attribuait cet avantage implicite, à peine formulé, au terme intensif. Genre, par exemple, va être critiqué profondément, homme ou femme, et on va avoir l'impression qu'on est plus proche de la réalité du vivant si on parle de processus de sexuation plutôt que de sexe. C'est-à-dire si on pense qu'il n'y a pas des hommes, il n'y a pas des femmes, mais ça se masculinise ou ça se féminise plus ou moins. On va être plus proche de phénomènes hormonaux, on va être plus proche de la réalité, en fait, de la manière dont les corps se sexualisent. Et donc, le deuxième point par lequel j'ai eu petit à petit l'intuition que intensité signifiait le grand transcendantal de la modernité, c'est cette idée que donc, non seulement dans la perception et dans la vie physiologique, intensité était favorisée, mais que le terme même d'intensité était favorisé dans la connaissance. Et de manière un peu butée, un peu obstinée, j'ai toujours fini par me demander, mais pourquoi, au fond, est-ce que nous modernes, ou nous postmodernes, ou nous hypermodernes, nous finissons par penser que lorsque nous usons d'un terme qui signifie une forme d'intensité, d'oscillation, de modulation, de différence, nous sommes plus proches du réel que si nous utilisons des termes qui signifient un découpage partie par partie et extensif. Pourquoi ? Et à mon sens, ma réflexion sur l'intensité part de ce pourquoi-là. Pourquoi est-ce qu'il faudrait attribuer une sorte de handicap favorable au terme intensif dans la connaissance, comme dans la vie la plus immédiate, par rapport à d'autres termes? Comment ça s'est fait? Quand est-ce que ça a commencé? Et est-ce que ce n'est pas déjà en train de finir? Alors, quand tu dis que c'est une promesse, je reviens sur ma question, et pour être plus concret, les exemples que tu prends le sont l'homme électrique, le romantique, le libertin, le rocker, l'adolescent, l'homme addict d'aujourd'hui. Cette histoire tendrait à nous montrer que l'intensif nous conduit jusqu'à l'effondrement, et l'effondrement du sujet addict. Alors, est-ce que tu peux reprendre cette idée de promesse et montrer en quoi, généalogiquement, elle s'est, en un certain sens, épuisée? La promesse d'intensité, comme cette espèce de transcendantal moderne, il me semble en effet, il faut toujours couper l'histoire du monde en deux, il y a quelque chose d'arbitraire au moment où on le fait, mais il me semble que le meilleur moyen, peut-être le moyen le plus pédagogue de le faire, c'est au moment de la découverte
du courant électrique, de la fascination pour le fluide électrique et de la domestication de l'électricité. Il me semble que si on est matérialiste, on ne peut pas sous-estimer l'apport de l'électricité, non seulement évidemment à la technique moderne, mais aussi plus généralement, disons, à l'âme moderne. Ce que l'électricité a fait à l'âme, à la conscience, à l'esprit des modernes. Mon idée est grossièrement que intensité a d'abord été un terme extrêmement abstrait dans la culture européenne, qui a concerné, disons, en grande partie la scolastique médiévale, qui a hérité d'Aristote. Et donc, il y avait une idée de l'intensité, mais qui n'avait pas d'image de l'intensité. Il y avait tout un questionnement sur l'intentio, un questionnement classique au Moyen-Âge, c'est-à-dire sur la question de la variation d'un certain nombre de qualités. Par exemple, l'exemple classique chez les aristotéliciens du mur plus ou moins blanc. Comment penser qu'une même chose, par exemple le même mur, dans sa teinte varie. C'est bien le même mur à tel instant qui est blanc, et c'est bien le même mur qui, un moment plus tard, parce que la luminosité a changé, va être un petit peu moins blanc ou un petit peu plus blanc. Donc intensité désigne d'abord cette question strictement de la variation des qualités, de la variation de certaines qualités des objets du monde physique. Mais c'est une idée extrêmement abstraite, c'est une idée savante, c'est pas du tout une idée populaire, c'est pas une idée intuitive. Alors ce qui m'intéresse, c'est le moment où cette idée va se retrouver connectée, peut-être par hasard, à une image. Et à une image d'une grande force, et à une image cette fois extrêmement populaire, extrêmement immédiate, extrêmement intuitive. Et cette image, c'est, je crois, l'image du fluide subtil de l'électricité, à partir du début du XVIIIe siècle. Donc, j'essaye de m'intéresser à un certain nombre d'expériences, qu'on appelait parfois des expériences de salon, qui sont vraiment au fondement de la formulation de la promesse moderne de l'intensité, parce que ce sont des expériences qui sont pratiquées par des gens qui sont aux lisières de la magie, du boniment et de la science. Et notamment en Allemagne, il y a par exemple cette expérience dont je parle, qui est l'expérience du baiser de Leipzig, qui n'est pas très connue, qui est une expérience au cours de laquelle on installait une très belle jeune femme qui, sous sa robe, en fait, tenait un fil électrique qui était relié à un générateur. Elle avait les lèvres enduites d'un fluide conducteur et on demandait à un jeune homme dans l'assistance de s'approcher de lèvres électriques, d'approcher ses lèvres pour l'embrasser. Évidemment, au moment où il s'approchait un peu trop, où il était un tout petit peu trop proche, un éclair surgissait des lèvres de la femme. Il paraît même qu'un des jeunes gens a perdu une dent ou deux dents dans l'affaire. L'éclair était assez violent, le générateur n'était pas extrêmement bien maîtrisé. Et les dames dans l'assistance s'évanouissaient et tout le monde s'émerveillait devant quoi ? Devant un fluide qui était visiblement rationnel, dont la science pouvait parler, dont la science pouvait avoir un concept, le fluide électrique, et qui semblait indiquer l'idée, fondamentalement, que la nature était chargée. La nature n'était pas morte. La nature qu'on recevait depuis maintenant un siècle de Newton était, me semble-t-il, sur le point d'être représentée au monde européen comme une nature potentiellement morte, ou comme une nature, en tout cas, qu'on avait réussi à concevoir comme strictement extensive, comme une pâte d'espace, comme ça, étendue, qu'on pouvait rationaliser parce qu'on pouvait découper l'espace et la matière, partie par partie, et toute l'intensité avait été mise du côté d'une seule entité qui était la force chez Newton. Donc on avait un espace absolument désintensifié, l'espace newtonien, c'était ça la physis des modernes qui se préparait, et on avait une force unique, impersonnelle, qui s'exerçait de manière aveugle sur cet espace et sur la matière. Alors que l'électricité, comme et toutes les variations, après l'électromagnétique, mais aussi le magnétisme, tout ce qui va fasciner aux lisières entre la magie et la science, le public européen, un public à la fois savant et populaire du XVIIIe et du XIXe siècle, va révéler le fait qu'en fait, cet espace, cette matière morte, est vivant, est chargé d'une intensité, chargé de quelque chose, de latent, qui peut s'exprimer parfois. Et je crois qu'il va y avoir cette image du courant électrique, qui va fasciner le public européen, qui va être à la source de toutes les promesses modernes. La source notamment de la promesse d'enthousiasme, l'enthousiasme étant, on le sait, la grande passion du XVIIIe siècle européen, qui est une passion amoureuse, c'est une passion qui se transmet à l'érotisme du XVIIIe siècle, c'est une passion politique, pas de Révolution française, sans une certaine conception de l'enthousiasme. Et le moteur de l'enthousiasme, généralement, va être interprété, c'est encore le cas dans l'encyclopédie, c'est le cas chez Chénier, par exemple, qui parle d'un enthousiasme électrique et qui essaie d'expliquer certains mouvements de foule
Il y a un très beau texte de Chénier où il parle du théâtre et où il essaye d'expliquer le fait que lorsqu'une foule se prend de passion pour une œuvre d'art, pour une pièce de théâtre à l'occasion d'une représentation théâtrale, elle est traversée par une électricité, par une forme d'orage. C'est un thème qu'on va retrouver chez les romantiques. Et donc, la nature est chargée. La nature est chargée d'un courant électrique qui est une intensité naturelle qui trace une ligne, au fond, entre l'irrationnel et le rationnel. L'électricité va être un des termes qui va permettre de tracer la frontière entre ce qui est du côté de l'irrationnel, c'est-à-dire de la pure charge, une force latente qu'on n'arriverait pas complètement à expliquer, mais qui serait présente dans la nature, et la possibilité de rationaliser, de domestiquer cette force nouvelle. Or, l'électricité, comme image, en un sens, va très vite décevoir. Elle va décevoir parce que très vite va se développer une nouvelle science qui va permettre notamment de rationaliser, de quantifier l'intensité électrique. L'intensité électrique va être conçue sur le modèle de l'hydrologie. Et d'ailleurs, je pense que c'est assez drôle. Au fond, je crois que le courant électrique est devenu l'image qui a remplacé la rivière. La rivière étant, dans beaucoup de civilisations humaines, l'image du devenir, du flux. C'est une image qu'on retrouve chez Lao Tzu, aussi bien que chez Machiavel. La rivière du devenir, l'homme peut essayer de s'opposer au flux du devenir, construire un barrage, à la fin la rivière l'emporte. Donc l'intensité électrique va être conçue sur le modèle du débit du fleuve, et on va concevoir que, qu'est-ce que c'est que l'intensité qu'on peut mesurer du courant électrique? C'est un certain débit de charge, une quantité de charge, dans un temps donné, à travers une section donnée de l'espace, par exemple d'un fil qui conduit l'électricité. Et là, je crois qu'il y a une première déception. La science s'empare de l'électricité, elle le rationalise, on peut mesurer le courant électrique, on peut mesurer son intensité, mais il reste quelque chose. Derrière cette déception de la rationalisation de l'électricité, il va rester un souvenir du baiser de Leipzig. Il va rester un souvenir de l'impression extrêmement forte, à la fois savante et populaire, que le courant électrique, une nature chargée, comme ça, d'une force, d'une puissance latente, a fait sur le public européen. Et ce qui va rester, c'est une image un peu sauvage qui, je crois, va être le fétiche de tout ce qui est irréductible à la rationalisation ou à l'identification. Intensité, à travers l'image du courant électrique, va désigner la fétichisation de la valeur de ce qui ne peut pas être évalué numériquement, la fétichisation de la quantité de ce qui n'est pas quantifiable, la fétichisation, au fond, de ce qui résiste au nombre, ce qui résiste au découpage de l'espace, ce qui résiste à l'extension, ce qui résiste à toutes les formes de rationalisation. Et donc la modernité, à la fois, va être, on le sait bien, et ça a été étudié, un mouvement de rationalisation, au pluriel, il y en a plusieurs, des rationalisations modernes, mais comme par compensation, il faut une image de ce qui résiste à la rationalisation. Et cette image, je crois qu'elle est fournie par l'électricité. Donc on a l'image de l'électricité, le courant, la décharge, quelque chose de violent, de sauvage, irréductible au nombre, à la quantité, qui est à l'intérieur de la nature. Et à cette image s'ajoute la vieille idée scolastique de l'intensité comme mesure de la variation des qualités du même. Intensité signifiant, si on revient à l'exemple du mur plus ou moins blanc, le terme qui permet de comparer une chose non pas à autre chose, mais à elle-même. Donc l'idée de l'intensité, c'est d'avoir un outil qui permet de rapporter toute chose à elle-même et de savoir si une chose est plus ou moins ce qu'elle est. Or, profondément, quand on relit par exemple les Principia de Newton, on s'aperçoit que ce qui est mis de côté par la rationalisation de la science européenne, notamment newtonienne, c'est la possibilité de mesurer une chose par rapport à elle-même. On peut mesurer toute chose par rapport à autre chose, on peut mesurer quoi? Son mouvement, sa force, son accélération, sa vitesse, mais ça suppose qu'on mesure une chose en rapport avec une autre. Ce qui devient strictement informulable par la science européenne à partir du XVIIe siècle, c'est la possibilité de mesurer une chose comparée à elle-même. Dans quelle mesure je peux mesurer si cette table est fortement ou faiblement la table qu'elle est? Ça va apparaître à la science moderne comme l'image même, au fond, d'une sorte de métaphysique archaïque, aristotélicienne, qui pense qu'il y a dans les choses quelque chose comme un eidos, une idée, comme si on pouvait dire que cette table est absolument l'idée de la table, ou qu'elle est fortement ce qu'elle est, ou faiblement ce qu'elle est. Donc ce que perd, le prix à payer, je crois, pour la rationalisation de la physique européenne, c'est l'incapacité du rationalisme européen, désormais, à avoir un outil qui permette de savoir si une chose est faiblement ou fortement ce qu'elle est, qui permette de savoir si ce cahier est particulièrement ou fortement un cahier, ou s'il est mieux particulièrement ou fortement ce qu'il est, ce cahier-là.
ça devient strictement irrationnel. Ce que dit le rationaliste, c'est toute chose est scalée, ni plus ni moins. Donc chaque partie de l'espace, chaque objet, chaque entité est scalée. Et il n'est pas question, il n'entre pas de plus ou moins dans la mesure d'une chose par rapport à elle-même. Ce cahier est ce qu'il est. Totalement absurde d'essayer de penser qu'il est plus ou moins ce qu'il est. Et donc, je crois qu'intensité, ça a été la formulation d'une promesse moderne qui met ensemble une idée extrêmement abstraite qui est la suivante: la modernité a perdu toute forme d'outil permettant de mesurer une chose comparée à elle-même, de rapporter une chose par rapport à elle-même. Or, ça peut paraître une question très abstraite, hein, comment comparer le mur à lui-même, comment comparer le cahier à lui-même, la table à lui-même, mais ça signifie aussi comment me comparer à moi-même. Si je n'ai plus d'outil qui permet de mesurer une chose par rapport à elle-même, je n'ai plus d'outils qui permettent de me mesurer par rapport à moi-même. Ce qui fait que ce qui est perdu, c'est la capacité à formuler le sentiment d'exister fortement ou faiblement. Ce que perd le rationalisme cartésien, newtonien, c'est qu'il n'a plus de concept qui permet au sujet de formuler s'ils sont fortement ce qu'ils sont. Donc ça ne permet plus de formuler aussi tout simplement le sentiment d'existence. Donc l'idée de l'intensité, c'est une idée qui vient compenser la rationalisation moderne en disant, bon, voilà, il nous faut un outil pour être capable de rapporter les choses à elles-mêmes et pour être capable de rapporter la subjectivité à elle-même, pour être capable de signifier si un être se sent fortement ou faiblement exister. Et là où je crois qu'il se passe quelque chose d'un peu magique au début du XVIIIe siècle, c'est que cette idée absolument nécessaire, qui est une idée de compensation du mouvement de la rationalisation moderne, sans quoi les sujets sont dépossédés de mots, de concepts qui leur permettent d'exprimer leur sentiment même d'être, cette idée abstraite va être rejointe par l'image fulgurante de l'électricité. C'est-à-dire que le sujet moderne, pour exprimer son sentiment d'être fortement ou faiblement ce qu'il est, va s'emparer de l'image de l'électricité, et va s'emparer de l'image du courant électrique. Et c'est là où se formule la promesse moderne de l'intensité, c'est-à-dire que les sujets modernes vont apprendre, pour dire s'ils sont fortement ou faiblement ce qu'ils sont, ils vont parler le langage de l'électricité. Et évidemment, ils ne vont pas le parler par hasard, ils vont le parler parce qu'au XVIIIe siècle, ce que découvre le matérialisme, ce que découvrent les libertins, etc., c'est que le corps est nerveux, et que le corps étant nerveux, le corps est électrique. La sensation est donc un message électrique. Donc ce que je sens, ce qui me traverse, c'est un influx électrique. Mieux, la pensée est électrique, puisque la pensée est elle-même nerveuse, et le cerveau est relié au système nerveux. Donc je crois que ce qui se synthétise au XVIIIe siècle, c'est une image de la subjectivité qui, pour résister à la rationalisation moderne, pour établir quelque chose comme une forteresse qui lui permet de définir un territoire où elle est seule maîtresse du sentiment de soi, par rapport au mouvement de quantification, de rationalisation du monde, elle va parler le langage de l'intensité, pour essayer de signifier ce que c'est que le sentiment d'être, le sentiment d'exister, faiblement, fortement. Et c'est là où se noue cette alliance entre l'électricité, l'image de l'influx électrique, et la tentative de résistance de la subjectivité moderne à la rationalisation, à la quantification, à la conception d'un espace et d'une matière découpable partie par partie, mue par une force aveugle, impersonnelle. Alors, c'est pour cette raison que l'intensité est devenue le principe d'une éthique plutôt que d'une morale. Exactement. Le problème, évidemment, c'est que dans cette promesse, le ver est déjà dans le fruit. Le ver est déjà dans le fruit parce qu'il est dans le concept même d'intensité. Donc le concept d'intensité, ça va être cette alliance entre l'idée et l'image que j'ai décrite, et ça produit un concept nouveau qui arrive qui fait son apparition sur la scène philosophique du XVIIIe siècle. Or ce concept, je l'ai dit, je pense que c'est aussi un fétiche. C'est le fétiche donc de tout ce qui résiste, pas seulement à la quantité, au nombre, mais aussi à l'identité, à l'identification. Ça va être le fétiche de la différence, de la modulation, de l'oscillation. Ça va être le fétiche du changement continu, du changement qualitatif continu. C'est-à-dire quelque chose qui est plus ou moins, mais qui n'est jamais A ou B, A ou non, qui est plus ou moins. Le fétiche de la variation. Le problème, évidemment, c'est que l'intensité comme fétiche de l'opposition à l'identité va très vite confronter les penseurs à un problème qui est, dès que l'intensité est identifiée, elle perd son caractère intense. Donc l'intensité va être le fétiche de ce qui peut résister de manière fulgurante, à l'image du courant électrique, à tout mouvement d'identification par la pensée. Mais dès qu'elle est identifiée, elle perd. Donc, ce qui va s'engager à partir du XVIIIe siècle, c'est une course conceptuelle,
contre la montre ou contre l'identification des intensités. Le paradoxe, c'est que le concept d'intensité est structuré de telle manière que son triomphe signifie toujours sa perte. C'est-à-dire le moment où il apparaît comme valeur, où il est identifié comme valeur, comme slogan, morale, comme mode de vie, c'est le moment où il est identifié. Et étant identifié, il perd sa puissance d'intensité, c'est-à-dire sa puissance de résistance à l'identification, à la rationalisation, etc. Et donc le ver est dans le fruit parce que ce qui s'amorce au début dans une sorte d'avant-garde d'homme intense au XVIIIe siècle, puisqu'il va se démocratiser, c'est l'idée qu'au fond, la vie, pour demeurer intense, doit entrer dans une course qui n'a pas de terme, contre l'identification des intensités. C'est quelque chose qui commence, à mon sens, par une sorte d'avant-garde qu'on peut repérer chez les libertins. Évidemment, c'est pas exhaustif du tout, mais on peut se faire une sorte de petite histoire des hommes qui ont été des héros de cette valeur de l'intensité, qui ont essayé de résister à la quantification, à la rationalisation, et de défendre la valeur supérieure de l'intensité. Ces héros, ils sont avant tout à chercher, au fond, dans l'aristocratie européenne du XVIIIe siècle. Ils sont très peu nombreux, et ce sont les libertins. Je crois que la diffusion dans la bourgeoisie européenne va s'exprimer en grande partie par la transformation de l'héroïsme de l'intensité, qui s'exprime plutôt dans le mouvement romantique au XIXe siècle. Et la démocratisation va aboutir au XXe siècle à un troisième type de héros de l'intensité, qui n'est plus le libertin et qui n'est plus le romantique, mais qui est leur héritier, qui est l'adolescent, le rebelle, et notamment le rocker, par exemple, tout bêtement, qui est une figure cette fois non plus aristocrate, non plus bourgeoise, mais démocratique de l'homme intense. Avec, par exemple, si on reprend toutes les grandes valeurs de ce qu'a été le rock au XXe siècle, on retrouve les valeurs classiques de l'intensité. Vivre vite, souviens de la note que laisse Kurt Cobain au moment de son suicide, où il cite Neil Young en disant il vaut mieux better to burn out than to fade away, quelque chose comme ça, je crois. Mieux vaut brûler d'un coup que s'éteindre lentement. Ou dans la chanson des Who, par exemple, dans My Generation, Hope I die before I get old. Donc toute cette idée d'une vie intense qui doit être courte, fulgurante, qui s'exprime par l'électricité. Le rock, c'est l'électrification du sentiment adolescent, qui passe par l'amplification de la musique et qui passe par l'électricité. Donc on a ces différents stades, je crois, des sortes de figures de l'esprit, qui, à mon sens, sont vraiment des héros, des sortes d'avant-garde de l'idée d'intensité. Or, je crois que chez le libertin, chez le romantique, chez le rocker adolescent, par exemple, l'intensité est encore ce que j'appellerais une valeur morale. C'est-à-dire, elle est liée à un contenu. C'est un idéal qui est choisi d'une vie intense qui a un contraire. Ce contraire, très généralement, c'est la vie médiocre, c'est la vie bourgeoise, c'est la vie non intense, c'est la vie rationalisée. Et puis petit à petit, cet idéal va perdre son contraire. Il va devenir son contraire. Il va y avoir absolutisation de la valeur de l'intensité. Même le bourgeois va chercher à vivre intensément. Même l'homme médiocre va intensifier en quelque manière sa médiocrité. Par exemple, on voit très bien dans la littérature du XIXe siècle, puis du XXe siècle, il y a une ligne qui est une ligne dont Rancière a parlé, par exemple, à propos de Flaubert, qui est liée à l'esthétisation du non noble. Et de la médiocrité, de la vie ordinaire, de la vie quotidienne. Et cette esthétisation, c'est aussi une intensification, c'est-à-dire c'est le fait d'aller dans les zones de la vie quotidienne, de la vie ordinaire, de la vie bourgeoise, de la vie provinciale, qui vont être intensifiées par la littérature. Chez Flaubert, mais chez Tchekhov, ou dans la littérature du XXe siècle, chez Raymond Carver, par exemple, jusqu'à une autre forme d'intensification du médiocre, par exemple chez Houellebecq. Et donc petit à petit, les héros de l'intensité, nos héros de l'intensité vont se retrouver tout simplement sans adversaire. Tout le monde veut mener une vie intense. Tout le monde accorde une valeur supérieure au fait de dire, en gros, quelle que soit ta croyance, quoi que soit le contenu moral, politique, religieux de ta vie ou de ton existence, crois-y intensément, fais-le intensément. Et là, on a une sorte de formalisation, d'abstraction de la valeur d'intensité qui n'est plus une valeur morale, qui n'est plus un contenu, mais une simple forme. C'est une manière. C'est pour ça qu'on passe, à mon avis, d'un idéal d'intensité qui est un idéal moral, qui désigne un contenu, à un idéal éthique qui désigne simplement une manière. Et on passe à un autre type de modernité, la modernité libérale, qui ne se préoccupe plus du contenu des existences, donc crois à ce que tu veux, quelle que soit ta foi, quel que soit ce qui va être le grand langage publicitaire à partir des années 60-70, quel que soit le contenu de ton existence, ça ne nous regarde pas, mais fais-le intensément. La seule faute, le seul péché, c'est de faire ce que tu fais sans intensité.
Et donc on va voir apparaître, là on renoue avec le langage de la marchandise, un langage complètement formel, une éthique formelle de notre temps qui nous dit on ne se préoccupe pas des contenus, on se préoccupe que de la manière. Donc c'est une éthique qui concerne la façon, c'est une éthique adverbiale, c'est le intensément. Fais ce à quoi tu crois, fais ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, mais fais-le intensément. Et c'est là où il y a la généralisation de ce que j'ai appelé un transcendantal, un éthique au départ, puisque l'intensité ne désigne plus des contenus, ne désigne plus des camps, ça peut être, quel que soit ton camp religieux, ton camp politique, ça désigne une manière, une façon d'être. Et c'est là, à mon sens, aussi, où, cette fois, à une échelle supérieure, va se rejouer le drame du concept d'intensité, qui était biaisé dès le départ. À partir du moment où l'intensité va être fixée comme valeur éthique, elle va être perdue. Un bon exemple, peut-être pour voir ça, que j'ai souvent en tête, c'est, au fond, c'est l'évolution du sport moderne, de la performance sportive moderne. On peut le faire très simplement. Les disciplines sportives telles qu'elles sont conçues à la fin du XIXe siècle par Coubertin, par l'olympisme moderne, sont d'abord portées par des valeurs d'intensité qui sont des valeurs morales. C'est un idéal de vie, un idéal en partie hygiéniste, très influencé par, évidemment, un peu pré-fasciste aussi, puisqu'il va aller chercher un mode de vie antique, le beau corps, etc. C'est un idéal, clairement, qui est un idéal d'intensité. Altus, situs, fortus sont des comparatifs, donc plus vite, plus haut, plus fort. C'est une intensification de ce que peut un corps humain. Cette intensification, immédiatement, elle va être identifiée par la constitution des disciplines du sport moderne au début du XXe siècle. Et qu'est-ce que ça va produire sur les intensités du corps, sur le plus vite, plus haut, plus fort? Quantification, rationalisation. Début de la chronométrie moderne. Donc on commence à mesurer, c'est-à-dire ce qui était de l'ordre d'une intensification du corps, et ce qui portait un idéal de vie qui venait contester la modernité, est modernisé, est quantifié, rationalisé. On va donc mesurer la performance, on va la mesurer de plus en plus précisément. Si on regarde l'histoire de la chronométrie moderne, l'événement fondamental, c'est le passage à la chronométrie électronique. C'est-à-dire qu'on commence à mesurer le plus vite, plus haut, plus fort, avec un degré de précision qui échappe à l'œil humain, qui échappe à la perception humaine. C'est la machine qui va mesurer l'intensité de la performance. Et donc il va y avoir un sentiment, encore une fois, de dépossession de l'intensité du corps, de l'intensité de la performance sportive, qui est ultra rationalisée, et même produit par une mécanique, du coup, qui, je crois, produit une réaction qu'on voit à partir des années 70, qui sont les sports extrêmes. Les sports extrêmes, c'est la réaction encore de l'idéal d'intensité qui dit, bon ben voilà, il y a eu des faits de l'intensité de la performance. Pourquoi? Parce qu'elle est numérisée, elle est rationalisée, voilà. Tout est exposé sous terme de records, et en plus les records sont de plus en plus difficiles à battre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va produire un autre type de sport qui ne va pas chercher à numériser ou à quantifier la performance, mais à renouer avec le sens de l'intensité. Figure de l'adrénaline, sport extrême, sport dangereux, ski hors-piste, base jumping, etc. On va aller chercher des disciplines du corps, de mise en danger, où on va renouer avec ce qui a été perdu avec le sport, le sens de l'intensité. C'est-à-dire faire sentir au corps qu'il est vivant en se mettant en danger, en étant sur le point de pouvoir se blesser, mourir, etc. Donc on voit le lien entre, à chaque fois, une histoire de la rationalisation et une histoire de l'idéal d'intensité. Ce qui se passe, c'est que la modernité, au fond, est une sorte de gigantesque machine à digérer des intensités pour les rationaliser, pour les quantifier. Donc, à chaque fois qu'une intensité se révèle, elle perd, elle est destinée à perdre, puisque se révélant, elle s'expose au mouvement de quantification, de numérisation, etc. Et il va falloir aller chercher la résistance de l'intensité ailleurs, plus loin. Et c'est là où s'engage la course, où la subjectivité moderne va se perdre, qui est l'assimilation de plus en plus puissante de toutes les intensités par des processus de rationalisation. Dernier exemple, par exemple, j'y pense. Quand on parle aujourd'hui d'économie cognitive, quand on parle de data, par exemple, qu'on va aller chercher directement sur les corps, avec, par exemple, des bracelets électroniques, qu'est-ce qu'on va chercher? On va encore chercher des intensités, on va chercher des intensités physiologiques, on va chercher des pics de stress, on va chercher les variations du pouls. On va chercher donc des intensités physiologiques directement sur les corps, et on va faire en sorte de numériser ces intensités, de produire des datas, d'avoir des systèmes de statistiques qui vont permettre de mieux connaître que le sujet lui-même son état intensif. On va être capable de dire au sujet quel est son sentiment d'être, quelle est la variation exacte de son sentiment d'être, de son intensité intérieure. Donc on voit ce mouvement de rationalisation, et ce mouvement de rationalisation produit à chaque fois l'identification, va aller capturer des intensités, et
produit cette espèce de course de plus en plus folle par laquelle, pour y résister, il faut aller chercher des intensités plus fortes. Pour maintenir l'intensité, faut-il maintenir d'ailleurs l'intensité, il faut savoir lui résister, as-tu dit. C'est l'épilogue. Exactement. Je pense que la leçon à tirer de tout ça, c'est que le seul moyen de ne pas être, je dirais, un vieux moderne épuisé, qui poursuit la course à l'intensité et qui ne tire pas la leçon de sa promesse, mais de ne pas être non plus un réactionnaire, pas être non plus un jeune réactionnaire, qui ricane devant l'échec de la promesse moderne et qui décide de retourner à des promesses plus anciennes. Le seul moyen d'y échapper, c'est de préserver cette promesse d'intensité, mais d'être intelligent et de comprendre que l'erreur moderne, ça a été de croire que pour défendre une valeur, il suffisait de l'affirmer. Or, la leçon d'une analyse de l'intensité, c'est que parfois, souvent, éthiquement, le meilleur moyen de détruire la valeur à laquelle on tient le plus, c'est de l'affirmer. C'est de l'affirmer et de l'absolutiser. C'est ce qui s'est passé avec l'intensité. C'est-à-dire que le moderne, de bonne foi et de bonne volonté, a cru que, découvrant que l'intensité était la valeur de la vie, il lui fallait affirmer et absolutiser cette valeur. Or, ce faisant, il l'a épuisée. Il a produit une mécanique, un dispositif par lequel plus il affirmait l'intensité, plus il usait cette valeur, et plus il se condamnait à devoir être de plus en plus intense, et paradoxalement, en fait, à voir son sentiment d'être diminuer tendanciellement. Donc la question, au fond, elle est très simple. Il s'agit de savoir, donc, comment ne pas poursuivre dans l'impasse ouverte par cette promesse moderne, qui consisterait à dire oui, on reconnaît que l'intensité est la valeur supérieure de la vie, donc on l'affirme. Donc, on va lutter sans cesse contre toutes les formes d'identification de l'intensité. On va poursuivre la lutte du moderne qui, à chaque fois, va dire « Ah, nouvelle défaite. J'avais cru identifier une intensité qui me permettrait de résister à la rationalisation, à la quantification, mais elle a été rationalisée, elle a été quantifiée, elle a été identifiée. Poursuivons le combat. Allons plus loin. » Donc, comment échapper à ce mouvement qui est un mouvement d'épuisement tendanciel? Et comment échapper à l'autre mouvement qui est une manière de dire « Ah, il y a épuisement tendanciel, c'est fatal, revenons en arrière. » L'éthique doit aller chercher du non-intense, donc doit revenir vers des valeurs de transcendance, d'absoluité, de simplicité, d'éternité. Ce qu'on doit promettre aux individus, c'est pas plus de la même chose, plus de sensations, plus de perceptions, c'est autre chose que leur corps sensible, leur corps perceptif, leur corps vivant, c'est une vie éternelle après la mort, une forme de transcendance, une forme de neutralisation des intensités. Alors la seule solution quand on est pris dans cette tenaille-là, à mon sens, c'est de dire que si on tient effectivement, et c'est mon cas, à la promesse moderne, suivant laquelle la valeur supérieure de la vie, c'est l'intensité, il faut ruser. Et ruser, ça signifie qu'on ne peut soutenir une intensité à travers le cours d'une vie que si on est capable de lui opposer quelque chose, de résister. L'erreur du moderne étant d'avoir voulu nourrir par la pensée les intensités de la vie, au lieu d'essayer d'opposer par la pensée quelque chose aux intensités qui lui venaient du corps et de la vie, et ce faisant, il les a épuisés. Donc je crois que la seule solution, et il y a un prix à payer pour ça, c'est de redevenir dualiste. C'est d'être capable d'opposer à la valeur supérieure de la vie qu'est l'intensité quelque chose qui serait autre que le vivant, ou plus exactement, quelque chose du vivant qui ne serait pas réglé sur les intensités, qui me semble être la pensée. Donc être capable de penser, non pas pour régler la pensée sur la vie, ce qui à mon sens est peut-être des traits du moderne, non pas non plus essayer de régler la vie sur la pensée, ce qui serait un des traits du religieux ou de la sagesse, mais d'être capable tout simplement de distinguer par la pensée et la vie, et d'être capable par la pensée d'opposer une résistance aux intensités de la vie. À la manière, pour reprendre l'image de l'hydrologie, qui était la première métaphore du courant électrique, à la manière dont on peut construire un barrage devant un flot, devant un flux, le flux de ce qui vient du vivant, de ce qui vient de notre caractère d'organisme vivant, de lui opposer un barrage. Pourquoi ? Pour ne pas laisser le flot s'épuiser de lui-même. Pour être capable de l'arrêter, mais arrêter le flot du vivant ne signifie pas le nier. Arrêter ou résister, c'est ni nier, ni affirmer. Donc c'est ne pas affirmer par la pensée la valeur supérieure de la vie, ne pas nier par la pensée la valeur supérieure de la vie. Être capable par la pensée d'arrêter régulièrement le flot de la vie. Pourquoi ? Pour faire ce qui, à mon sens, je crois en tout cas, est la signification supérieure d'une éthique,
qui est d'être capable de soutenir la valeur à laquelle on tient le plus à travers une vie. Et l'erreur du moderne, à mon sens, aura été de se montrer incapable de soutenir à travers le temps l'intensité de la vie à laquelle il tenait tant, de produire un effet d'épuisement. Soutenir l'intensité à travers le temps, c'est être capable de lui opposer systématiquement du non intense et ne pas lui céder, en quelque manière. Et je crois que du coup, la fonction éthique de la philosophie tout entière devient aussi de résister aux intensités du vivant. Donc, non pas d'être du côté des philosophies du désir, du flux, du flow, mais non pas non plus de les nier, d'être simplement capable de leur opposer une forme de résistance. Leur opposer une forme de résistance comment ? En étant capable de concevoir qu'il y a autre chose que l'intensité, en étant capable de concevoir d'autres entités que des variations, des oscillations, des modulations, du devenir. Donc en étant capable de penser l'être, en étant capable de penser les objets, en étant capable de penser ce qui est ni plus ni moins. Arrêter les intensités de la vie n'est possible, je crois, que lorsqu'on est capable, par la pensée, d'accéder à un autre type de valeur que celui de l'intense, qui est la valeur de l'égal, ce qui est ni plus ni moins. Donc, il me semble que l'éthique demande à être capable de se représenter ce qui est ni plus ni moins, ce qui est également, pour, par cette représentation, soutenir les intensités du fait d'être vivant, du fait d'être un organisme vivant. L'intensité, c'est quoi ? C'est ce qui est toujours plus ou moins. C'est ce qui n'est jamais égal. L'intensité n'étant jamais égale, elle a besoin de la pensée, qui porte avec elle la valeur de l'égal, pour être soutenue.